Bienvenue dans ce nouvel épisode de la traduction heureuse. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Manon Combeau, ancienne étudiante de l'ESIT et traductrice spécialisée dans la romance. Manon a accepté de venir nous parler de sa formation et de son parcours en traduction, ainsi que de ses projets dans la traduction littéraire de romance. Bonne écoute! Bonjour Manon, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais te poser quelques questions sur ton parcours et sur ce que tu traduis, donc la romance, la dark romance, etc. Merci pour l'invitation. Alors donc tu as étudié à l'ESIT de 2020 à 2023. Donc comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Alors, je suis arrivée à l'ESIT après avoir fait une prépa littéraire de 2017 à 2019 avec une L3 d'anglais à la fac. J'ai passé le concours via la banque d'épreuves littéraires, donc le concours passé à la fin de la prépa. Je suis venue passer l'admission dans les anciens locaux à Dauphine, juste à côté du périph'. J'ai eu le concours, j'ai fait ma L3 à la fac pour pouvoir compléter mon cycle de licence avant de venir. Et puis je suis arrivée en plein cœur de la pandémie à Paris, c'était super. Donc on a fait la première année complètement en visio, rien dans les locaux de l'ESIT à Dauphine. Donc c'était un petit peu compliqué de faire connaissance et de bien se lancer dans le master à ce moment-là, notamment parce que c'était en visio. Mais en vrai ça a permis quand même de faire connaissance de pas mal de monde et de me créer de belles amitiés. Donc je suis toujours copine avec des gens que j'ai rencontrés en master, donc c'est super cool. J'ai fait 3 ans à l'ESIT parce que j'ai redoublé ma première année pour une sombre histoire de trade économique et juridique espagnol. Donc j'ai fait un deuxième M1 qui était un peu ennuyeux parce que j'avais pas grand chose à faire, notamment au premier semestre, puisque c'était les épreuves, les cours uniquement du deuxième semestre, mais ça m'a permis de prendre mon temps pour avancer mon mémoire que j'ai soutenu à la fin de cette année redoublée justement. J'ai suivi pas mal de cours en auditrice libre, j'ai donné des cours de soutien à des collégiens, tout ça. J'ai bossé mes traductions en auto-entrepreneur, donc voilà. J'ai pas rien fait, mais effectivement c'était une année un peu plus creuse, mais ça m'a permis de bien me lancer pour le M2 après, ouais. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'ESIT prépare beaucoup plus à la traduction technique, éditoriale ou audiovisuelle qu'à la traduction littéraire. Donc est-ce que tu savais déjà que tu voulais faire plutôt de la traduction littéraire quand tu étais à l'ESIT et comment est-ce que tu as changé de camp? Alors, la traduction littéraire, j'ai découvert ça quand j'étais en prépa, du coup, avec la version, le thème, tout ça, et c'est vraiment ce que j'ai aimé le plus. Et du coup, j'avais vraiment cet objectif-là de devenir traductrice littéraire dès le début. Donc, j'ai eu la chance, dès que j'étais en prépa, d'avoir une de mes profs qui connaissait une éditrice, donc elle lui a fait passer mon CV, j'ai pu travailler avec elle sur des relectures, notamment dès la fin de ma prépa, donc c'était super. Et voilà, quand je suis arrivée à l'ESIT, j'avais déjà cette idée en tête, donc c'est vrai que j'avais un petit côté un peu pique-me à l'époque en mode oui, mais moi je veux faire de la traduction littéraire, donc il y a des cours, ça m'intéresse pas vraiment. Donc en vrai, ça m'est un peu passé, je vous rassure. Mais il y a vraiment tous les cours de l'ESIT m'ont été utiles parce qu'en définitive, je fais pas que du littéraire, j'ai aussi du coup mon auto-entreprise à côté parce que c'est deux statuts différents, donc voilà, on y reviendra après. Et par exemple, la traduction technique, ça m'a été utile récemment où j'ai eu un projet de traduction d'un site internet d'architecture. Donc en vrai, j'ai pu me resservir de pas mal de choses que j'avais apprises à l'ESIT, donc c'était assez intéressant, ouais. Comment est-ce qu'on devient traductrice littéraire? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à celles et ceux qui réfléchissent à se lancer ou qui viennent de commencer? Mhm. Alors, pour moi, on va pas se mentir, le bouche à oreille, c'est très important parce que quand les profs disent que c'est bouché comme domaine, c'est vrai. Malheureusement, c'est très bouché. Donc voilà, moi, ça c'est surtout fait par le bouche à oreille parce qu'effectivement, cette première maison d'édition pour qui j'ai travaillé, c'était une prof que j'avais en prépa qui connaissait l'éditrice. Et mon client principal actuel, c'est quelqu'un avec qui j'étais en classe en M2 et qui avait fait son stage dans cette maison d'édition. L'éditrice cherchait quelqu'un pour lancer la traduction d'une série. Et du coup, pareil, j'ai fait passer mon CV, ça a matché. Et je suis toujours en cours de traduction sur cette série-là, donc c'est sympa. Et puis, en termes de conseils, j'aurais tendance à dire pas forcément écouter les gens qui disent que l'IA, ça va nous voler notre métier. Parce qu'on va pas se mentir, ça peut faire du bon boulot,
Mais niveau tout ce qui est retranscription des émotions et tout, un texte qui est traduit par l'IA, ça va pas du tout avoir la même saveur qu'un texte traduit par un humain, une humaine. Donc en vrai, à ce niveau-là, effectivement, il y a des maisons d'édition qui sont passées à la traduction par IA, hein, on va pas se mentir. Harlequin, qui avait récemment annoncé que l'une de ses collections allait passer uniquement en traduction par l'IA avec post-édition par une agence dédiée. Donc oui, ça fait un peu peur, mais en vrai, je pense qu'on n'en est pas encore là. Donc même s'il y a des périodes de creux pour pas mal de maisons d'édition, pas mal de traducteurs en ce moment, ça sert à rien d'avoir peur tout de suite. Je pense qu'on peut continuer à mobiliser nos efforts et tout, et à continuer de faire front à l'IA. Et d'ailleurs, en parlant de ça, une autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est à ce que l'IA ne nous vole pas notre travail, dans le sens qu'il n'y ait pas notre traduction qui tombe dans le domaine de ce qui est entre guillemets volé par... je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a beaucoup de traductions qui ont été flag parce qu'elles ont été volées par Anthropic pour justement alimenter Claude, l'IA. Et du coup, j'ai une collègue qui a d'autres ces traductions qui ont été pompées par l'IA justement pour l'alimenter. Et du coup, il y a des recours justement en Amérique, ça commence à se faire en Europe aussi. Donc c'est encore au début, mais ça peut être déjà un premier pas. Il y a aussi les collectifs comme IA Alert Général, En chair et en os, qui luttent aussi beaucoup contre ça. Donc voilà, et j'ai beaucoup digressé, mais c'est pas grave. Et en dernier conseil, j'aurais tendance à dire être prêt à travailler seul. Parce que c'est un métier qui se fait surtout de la maison en définitive, parce qu'il n'y a pas de poste en salarié ou très peu dans les maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition effectivement qui prennent leurs traducteurs en salarié, mais c'est pas censé être fait comme ça parce que au niveau de la loi, vu qu'on est censé être rémunéré en droit d'auteur, c'est un statut particulier, c'est le statut d'artiste-auteur, et du coup c'est un statut qui peut pas être rémunéré comme un salarié. Donc voilà, donc être prêt à travailler tout seul, mais il y a souvent des petites communautés derrière. Là je suis sur un serveur Discord de traducteuristes littéraires, vraiment plus petit que le Tradiscord, qui est assez impressionnant, et du coup c'est assez agréable de se sentir soutenu dès qu'on a des questions, dès qu'on a des coups de mou, puis même dans les moments de joie quand on a un nouveau contrat, tout ça. Donc voilà, et ouais, on a souvent des belles possibilités de collaboration avec des éditoristes et des relectoristes. Donc voilà, mais ouais, ça reste un métier relativement solitaire, donc effectivement si on n'est pas forcément prêt à affronter ça, c'est un petit peu délicat. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré un peu dans la romance en général et plus spécifiquement dans la dark romance ? Alors, pour citer une super BD franco-française, je suis tombée dans la marmite de potions magiques un peu par hasard parce que du coup, ce que je traduisais au début pour la première maison d'édition avec laquelle j'ai travaillé, c'était surtout de la romance contemporaine, et j'ai fait un petit peu de romantaisie aussi, mais je suis tombée dans la dark romance en commençant à traduire pour mon client principal, donc c'est les éditions Contredire. Et en définitive, je connaissais même pas la dark romance quand je suis arrivée là-dedans. Donc c'était un nouveau pas pour moi et une nouvelle corde à mon arc. Donc c'était un genre littéraire qui vendait super bien à l'époque, qui vend toujours bien, même si effectivement, comme j'ai dit, il y a pas mal de creux en ce moment. Et du coup, au début, j'ai eu un petit peu de mal parce que vu que c'était pas forcément ce que moi je lisais à la base, c'est un peu délicat de se lancer dans un projet de traduire un style qu'on lit pas à la base. Mais j'ai beaucoup appris à aimer ce style-là. Alors, bien évidemment, ça dépend des romans. Il y en a, je vais pas mentir, ils ont été plus compliqués à traduire que d'autres parce que je n'ai pas forcément apprécié à la première lecture. Et du coup, forcément, ça se ressent aussi quand on est en pleine traduction. Mais par exemple, la série que je traduis actuellement, qui est la série Darkverse de l'autrice Runix, une autrice américaine, je l'aime beaucoup parce qu'elle mêle dark romance sur fond de mafia, société secrète, tout ça. Il y a un côté un peu policier avec des enquêtes, et c'est assez cool comme histoire parce que ça réinvente un peu le genre
Alors que des fois, la dark romance, on a une fille un peu naïve, machin et tout, qui tombe sur un bad boy, donc voilà. Donc ça réinvente un petit peu le genre, donc j'aime beaucoup. C'est très agréable comme histoire, et j'ai vraiment hâte de traduire la suite. Là, j'ai rendu le tome 4, courant avril, il me semble. Il sortira en août, et du coup, j'attends de pied ferme le tome 5 parce que j'ai vraiment hâte de traduire la suite. Et effectivement, il y a d'autres projets, des fois ça fait un peu grincer des dents, hein, on va pas se mentir. Et moi j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin à ce niveau-là parce que effectivement, s'il y a des contrats de traduction, on sait que ça va se vendre et que du coup il y a forcément un lectorat qui va se pencher dessus. Donc ce lectorat a le droit de lire en français dans la langue qu'il préfère. Donc voilà. Et j'ai aussi appris à refuser des contrats parce que justement c'était trop énervé pour moi, j'aimais pas du tout l'histoire, etc. Ça m'est arrivé très peu, mais effectivement, je l'ai déjà fait, ouais. Donc, tu as un compte pro sur Instagram qui s'appelle Translate with Manon. Ce qu'on voit assez rarement chez les traducteurs, hein. Donc, est-ce que c'est plus courant chez les traducteurs littéraires? Comment est-ce que tu fais pour parler de ton métier, qui est un métier de l'écrit, sur un réseau social qui est principalement basé sur des images? Je me suis rendu compte quand j'ai fait mon compte que effectivement il y a pas mal de traducteurs littéraires qui ont aussi un compte Instagram pro qui en fait ça sert de vitrine. Ça fait un portfolio un peu vivant, ça permet de repartager les actualités, les dates de sortie, les choses comme ça permet d'avoir les avis des lectrices une fois qu'ils ont lu les livres et tout. Moi j'aime beaucoup lire les avis, qu'ils soient positifs ou un peu moins positifs, hein. Ça m'arrive effectivement. Moi je sais que le plus gros problème que j'ai en traduction, c'est les répétitions. Et ça fait longtemps que mon problème c'est ça, et j'ai beau essayer de le régler, j'y arrive pas. Donc justement, effectivement, si dans les avis, les gens trouvent qu'il y a beaucoup de répétitions, je vais le prendre en compte, essayer de mobiliser mon temps pour mieux me relire la prochaine fois, tout ça. Et effectivement, ouais, le Bookstagram, BookTok, alors j'ai pas de compte TikTok dédié, mais c'est possible que ça se fasse aussi, on verra. Donc voilà, c'est vraiment des bonnes plateformes parce que ça permet effectivement de montrer son travail, tout ça. Et effectivement, c'est un réseau social très basé sur l'image, mais ouais, c'est assez facile, entre guillemets, de montrer son boulot dessus. Moi, je fais tout avec Canva, du coup. Et c'est assez facile de bricoler des jolis trucs dessus. Donc c'est assez sympa. J'aime bien prendre le temps de préparer mes petites fiches, de donner mon avis, tout ça. Donc voilà. Pour en revenir au sujet de cet épisode, donc la dark romance, est-ce que tu pourrais définir un peu ce terme? Ouais. Alors, je vais te donner une définition que j'ai entendue dans l'émission Tendance Dark Romance de Lou Kévovillers, j'espère que j'ai pas écorché son nom, dans le podcast Lecture numérique sur France Culture. Donc elle décrit la dark romance comme, par définition, des récits d'histoires d'amour torturées et tortueuses, avec des relations fictives qui explorent des dynamiques de domination, de pouvoir et de soumission. Il y est très souvent question de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Et moi, je suis assez d'accord avec cette définition dans ce que j'ai pu vivre dans mon expérience de traduction. Effectivement, toutes les dark romances n'ont pas le même degré dans la mention des VSS, les choses comme ça. Moi, j'ai tendance à préférer, bien évidemment, celle où il y en a le moins. Et c'est aussi pour ça que, justement, j'aime, pour en revenir à la série que je traduis, j'aime beaucoup cette série parce que quand c'est jamais amené gratuitement. Il y a toujours quelque chose derrière, ça va parler de reconstruction, choses comme ça. C'est ça, il y a beaucoup de dark romance où c'est un peu gratuit, et c'est ça, c'est le genre de livre où je vais un peu moins apprécier ce travail de traduction. Mais ouais, ça reste vraiment des dynamiques de domination, choses comme ça, voilà. Ok, donc c'est vraiment, quand c'est amené gratuitement, c'est un peu comme si c'était une pulsion de l'auteur et C'est ça. voilà, ça pose Ça fait question. vraiment un peu catharsis en mode allez, je le mets là, et puis ça sert pas forcément l'histoire, quoi. Ouais. Ok, donc est-ce que c'est un phénomène qui est récent pour toi? Est-ce que la dark romance n'existait pas avant ou est-ce qu'elle n'était pas nommée comme telle? Mais c'est surtout comme quasiment tout ce qu'on a de culturel, enfin
beaucoup de choses qu'on a au niveau culturel viennent des États-Unis. Donc c'est surtout un genre littéraire qui s'est vraiment développé aux États-Unis. Donc nous, c'est plutôt arrivé dans les années 2010-2015. Ça s'appelait pas forcément comme ça au début. Mais effectivement, comme dit, je connaissais pas la dark romance avant de travailler avec les éditions Contredire. Donc ce qui s'est fait courant 2022-2023, il me semble. Et ouais, j'aurais tendance à dire ça reste quand même un genre nouveau dans la littérature française. Après, si on veut faire des comparaisons, j'aurais tendance à dire que tout ce qui est la littérature érotique, par exemple, si on pense aux liaisons dangereuses, à tout ce qu'a écrit Marquis de Sade et tout, ça reste un ancêtre de ce qui est devenu la dark romance maintenant, avec vraiment une évolution très moderne, avec, selon moi, un attrait envers une violence plus crue, mais ça reste quand même un domaine qui a déjà été étudié dans la littérature. Donc, est-ce que tu peux nous dire aussi en quoi traduire de la romance, ce serait différent de traduire d'autres genres, donc quels sont un peu les pièges à éviter, les obstacles à surmonter, etc. Mais j'ai pas forcément traduit d'autres genres, donc à titre personnel, j'ai pas forcément d'exemple à ce niveau-là. Mais en revanche, j'aimerais bien dire qu'au niveau des attentes du lectorat, effectivement, ça peut changer. Mais je suis pas forcément d'accord avec tous les gens qui disent que la dark romance, la romance, c'est de la mauvaise littérature, c'est pour les gamines, machin. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Parce qu'en soi, ça a accordé une plus grande valeur à certains autres types de littérature. Par exemple, pour moi, un lecteur de Zola, un lecteur de Musso a pas une meilleure valeur culturelle qu'un lecteur, une lectrice de Azra Reid, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment l'éternel débat. Quand j'étais en prépa, on parlait vraiment du débat entre littérature classique et littérature de gare. Et vraiment, c'est encore pour moi une boucle de ce débat-là. Avant, quand la dark romance n'existait pas forcément dans le spectre littéraire français, c'était très, par exemple, j'ai mentionné Musso, c'était très Musso, Lévy, Bussy, c'était un peu décrit en mode oui, c'est de la littérature facile, ça fait pas d'effort au niveau de l'esprit quand on lit, machin, faut lire Zola, faut lire Balzac. Je suis pas du tout d'accord avec ça parce qu'en définitive, chacune choisit ce qu'il lit. Donc voilà, il n'y a pas de différence de valeur à ce niveau-là. C'est un peu un débat sur la culture légitime au final. Ouais. C'est ça, ouais. Et en fait, il n'y a pas de culture légitime. En fait, chacune lit ce qu'il veut. On le voit bien, notamment, j'étais au Salon du Livre, j'ai une accréditation cette année, et on le voit bien parce que vraiment, les espaces dédiés à la dark romance et la romance tout court ont vraiment pris encore plus de place cette année que les années précédentes, au point que justement, à un moment, il y avait, vu que c'était à l'étage, il y avait des fois des moments où l'accès était fermé à l'étage pour pas qu'il y ait trop de monde au Grand Palais. Et alors qu'il y avait d'autres gens qui décriaient le fait qu'on donne autant de place à la romance et à la dark romance. Alors que c'est un genre comme les autres, c'est un genre qui est lu. Donc ça vaut selon moi pas le coup de le décrire comme ça. Et puis au pire, si les gens n'ont pas envie de lire, ils lisent pas, ils lisent autre chose. Quoi. C'est ça. Et au niveau, s'il y avait des obstacles à surmonter, je dirais surtout que c'est des obstacles personnels. Des fois, il faut arriver à se mettre soit un peu de côté quand on traduit. Par exemple, quand tout ce qui concerne les VSS, les choses comme ça, des fois c'est un peu délicat, on se sent pas forcément à l'aise de traduire ces passages-là. Et ça m'a rappelé quand j'étais allée au festival VOVF en 2024, on avait eu une intervention de Robin Bly que j'ai eue en enseignante à l'ESIT en traduction générale anglais, et qui est traductrice de la série Lore Olympus. Et justement, on avait parlé de comment traduire les VSS, comment mettre ça en forme à ce niveau-là. Et en définitive, elle disait que c'était aussi un peu un combat personnel de traduire ça pour montrer ce qu'on peut considérer acceptable, ce qu'on peut ne pas considérer acceptable. Donc j'avais trouvé ça super intéressant. Et par exemple, j'aime bien dire c'est un peu entre guillemets mon côté féministe aussi qui aime bien, qui tolère de traduire ce genre de passage. Par exemple, j'arrête pas de parler de cette série, mais c'est vraiment la série que j'apprécie le plus traduire. Donc, dans le tome 3 justement, qui s'appelle L'Empereur.
La personnage principale qui s'appelle Amara, elle est enlevée, elle subit des VSS pendant son adolescence et tout, et la majorité du livre, en fait, c'est vraiment tourné autour de sa reconstruction, comprendre comment vivre avec et tout, et j'ai trouvé vraiment ça intéressant à lire parce que ça apporte un autre point de vue sur la question. Donc ouais, c'est ça. Des fois, c'est un peu arriver à se mettre de côté soi pour pouvoir porter les idées de l'auteurice. Et parce qu'en soi, nous, on est qu'un vaisseau d'une langue à l'autre, quoi. Donc voilà. Ouais. Est-ce que la dark romance existe aussi dans la littérature francophone ou est-ce que c'est un genre porté seulement par la littérature qui est traduite? Alors, comme dit au début, ça vient surtout des États-Unis, mais on a vu un peu un renouveau sur tout ce qui est les plateformes type Wattpad. Il y a beaucoup d'auteuristes qui ont commencé à écrire sur la plateforme et qui ensuite ont été repérés par des maisons d'édition. Je pense à Azra Reed, que j'avais déjà mentionné avec la série Valentina, son roman Mariposa qui sont publiés chez Hugo, ou Léa Nemesia encore avec sa série The Warrior Thorns, aussi publiée chez Hugo. C'est des... Alors, Léa Nemesia, elle écrit de la DR un peu plus soft que Azra Reed du coup. Mais ouais, c'est pas mal, il y a pas mal de renouveau dans la littérature française à ce niveau-là, et c'est cool de voir qu'il y a des plus jeunes autoristes qui se lancent dedans. Donc effectivement, il y a beaucoup, en termes de volume de publications, il y a beaucoup de traductions, mais il y a un gros renouveau dans la littérature française. Ouais. Ok. Donc la dark romance est un genre qui est souvent sujet à controverse pour les questions éthiques qu'il soulève, on en a un petit peu parlé. Est-ce que tu peux nous en dire davantage et quelle est ta position par rapport à ça? Notamment, quelle est la limite pour toi entre la fiction néfaste et la fiction éthique? Est-ce qu'il y a des entités qui posent des frontières ou est-ce que c'est vraiment à l'appréciation de chacun, chacune? Alors, pour moi, la différence entre une fiction néfaste et une fiction éthique, ça passe par un bon établissement d'un avertissement au lecteur, des trigger warnings avant la lecture. Pour moi, une dark romance qui ne prévient pas de tout ce qui va potentiellement être violent ou vraiment faire la liste carrément, c'est vraiment pas éthique parce que pour moi, un lecteur, une lectrice doit savoir dans quoi il se lance avant d'entamer un livre. Alors effectivement, ça peut être présenté de manière assez rigolote parce que justement, il y a beaucoup d'autrices qui revendiquent écrire ce genre de choses, tout ça. Dans la série, dans le livre que je suis en train de traduire là en ce moment, effectivement, c'est vraiment présenté, oui, si vous êtes comme moi, les filles, si vous aimez les mecs comme ci, les mecs comme ça, alors vous adorerez lire ce livre, machin. Et justement, c'est super cool quand c'est présenté comme ça, mais pour moi, vraiment, établir une liste pure et dure et vraiment claire de ce qu'on va trouver dans le livre, c'est très important. Et voilà, et en tout ce qui concerne les entités collectives, tout ça, je sais pas si vous aviez vu passer en début d'année, il y avait eu une sorte de drama polémique autour d'une autrice qui présentait son livre comme une dark romance, une autrice française, alors que c'était plus vraiment gore, tout ça, et ça présentait même des VSS sur des bébés. Et il y a eu un gros tollé à ce niveau-là, il y a eu vraiment la mobilisation de beaucoup d'auteuristes françaises, d'associations de lutte contre les violences faites aux enfants qui ont mené au retrait de ce livre de toutes les plateformes de vente. C'était une auto-édition, donc déjà c'était plus simple de faire retirer ce livre-là. Donc effectivement, tout ce qui concerne vraiment notamment les violences faites aux enfants, les violences faites aux femmes, il y a beaucoup d'associations qui, quand on les notifie de tout ça, vont vraiment prendre le problème à bras le corps et essayer de faire en sorte que ça soit supprimé. L'autrice, elle disait qu'on la censurait. Je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut pas parler de censure parce que c'est vraiment, pour moi, protéger plus que censurer. Parce que j'ai lu des extraits et c'était vraiment...
déjà, j'ai pas compris comment on peut écrire ça, on va pas se mentir. Et puis même, c'est aussi, justement, elle est passée par auto-édition parce que on se doute bien que nombre de maisons d'édition auraient refusé de publier ça en l'état. Donc voilà, et justement, j'ai beaucoup apprécié de voir que les associations prenaient vraiment le problème à cœur et que ça a mené à la suppression de ce livre-là. Parce que c'était vraiment quelque chose de... on va pas se mentir, moi j'ai trouvé ça dégueulasse. Alors effectivement, on peut dire que c'est l'appréciation de chacun et de chacune, parce que justement en lisant ça, j'ai aussi lu beaucoup d'avis de gens qui trouvaient l'histoire bien malgré ça. Mais faut quand même arriver à comprendre que oui, ça peut choquer, et c'est normal. Et que justement ce genre de choses n'a pas sa place dans la littérature publiée. Pour moi, ça relève vraiment de la fiction néfaste à ce niveau-là. Surtout qu'il y a un enjeu effectivement légal avec la question de la protection des mineurs. Totalement. Et puis en plus, ça paraît peut-être compliqué d'associer ça à de la romance, puisqu'on appelle ça romance ou dark romance. Donc le fait de commettre des viols, etc., des VSS, a fortiori sur des enfants, c'est pas de la romance. Exactement. Donc c'est quelque chose qui doit pas être romantisé. Ouais. Donc voilà. On est bien d'accord. Donc quelles sont à toi tes limites, tes red flags personnels ou professionnels sur par exemple des livres que tu vas refuser de traduire ou même de lire, et même au niveau professionnel, donc sur je sais pas, des red flags un peu sur les maisons d'édition qui te proposent de traduire des choses. Dans les textes, ce que je refuse de traduire, vraiment ça m'est jamais arrivé, mais juste ce que je sais que je refuserais, justement tout ce qui concerne les violences faites aux enfants, les choses comme ça. Et puis aussi quand il y a des VSS même faites à des personnes adultes, mais là où c'est vraiment inutile au récit, où ça sert vraiment juste d'exutoire, vraiment c'est pas pour moi. Après au niveau professionnel, j'ai jamais eu trop de soucis avec les maisons d'édition avec lesquelles j'ai pu travailler en définitive. J'ai toujours eu des bonnes relations, même avec les maisons d'édition avec qui je travaille plus forcément. On s'est pas forcément séparés en mauvais termes, tout ça, c'est juste qu'on n'avait plus forcément besoin l'une de l'autre, donc voilà. J'aurais tendance à dire des fois un truc qui est un peu embêtant, c'est quand ils sont vraiment short sur les deadlines. Ça peut être vraiment un peu embêtant à certains niveaux. Mais sinon, en termes professionnels, j'ai pas vraiment de red flag parce que, pareil, niveau rémunération, je suis prête à mettre de l'eau dans mon vin pour certains projets si ça me permet de monter un petit peu sur d'autres projets qui m'intéressent plus. Donc, après, tout en prenant conscience qu'effectivement, il y a un seuil de faut bien manger. Quand on me fait une proposition, généralement, on me fait une proposition, un chiffre rond. Et je rapporte toujours au prix, au feuillet que ça fait. On rappelle que le CNL a fixé le prix à 23 € du feuillet et beaucoup de maisons d'édition sont encore loin, à part les grosses maisons d'édition type, je sais pas, je pense à Hachette, je pense à Bayard, Fayard, je sais comme ça. Et effectivement, il y a beaucoup de maisons d'édition qui peuvent pas forcément se permettre même de monter à ce montant-là. Des fois... c'est un peu délicat de se dire je vais pas avoir autant que je pensais sur ce projet là, mais après ça permet, chacun fait un geste et puis on arrive à s'accorder généralement, mais voilà, je considérerais pas ça non plus comme un red flag. Ok, très bien. Dans le premier épisode de ce podcast, on interrogeait la place des traducteurs dans les schémas de domination, et notamment le colonialisme. Dans son livre Traduction et violence, Tiffaine Samoyo parle du potentiel de négativité active de la traduction. Donc, est-ce que tu penses que traduire de la fiction qui banalise la violence envers les femmes fait partie de cette négativité active, justement ? Alors, oui et non, parce que déjà... on traduit un texte qui existe déjà, donc c'est le texte de base qui produit cette banalisation. Et en fait, oui, en traduisant, on va reproduire ce schéma de violence faites aux femmes notamment. En fait, on pourrait dire que on fait passer le message que oui, si on traduit un roman qui banalise la violence, c'est qu'on banalise la violence aussi. Mais en fait, pas forcément, parce que pour en revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure en mentionnant Robin Bly, traduire la violence, ça peut être aussi en faire un combat militant.
Parce que oui, justement, montrer ce qui ne va pas, ce qui va, ce qui est positif, ce qui est négatif, c'est aussi quelque chose d'important selon moi, parce que justement, ça donne l'accès à un lectorat qui lit pas forcément en VO et du coup qui, selon ce qu'il lit, n'a pas forcément conscience de certaines choses qui sont négatives. Donc ça ouvre aussi un panel de possibilités pour ce lectorat-là de comprendre éventuellement les choses qu'il n'aurait pas forcément comprises sans lire ce texte-là. Alors après, on est d'accord, c'est de la dark romance, c'est pas des essais, j'allais dire c'est pas de la grande littérature, je me comprends, mais ça a pas vocation à être non plus un éveil philosophique à tout ça, mais je pense que ça peut faire partie d'un micro-éveil justement à comprendre, à aider, notamment il y a beaucoup de monde qui se plaint entre guillemets que c'est surtout des femmes jeunes, voire des jeunes filles qui lisent de la dark romance. Alors oui, des fois elles en lisent trop jeunes, mais justement en lire quand on est encore en construction personnelle, ça peut justement aider à dire ce genre de comportement là j'en veux pas chez un partenaire, alors que ça je préfère, machin, ça peut aider justement à se construire. Ouais. Au début de cette interview, on a un petit peu parlé de ton compte Instagram professionnel et du fait que ça pouvait être une vitrine pour le travail des traducteurs. On a également des prix, donc je pense au prix Lilith notamment, qui peuvent être aussi une vitrine de ce travail-là. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors déjà moi j'ai pas participé cette année parce que vu que j'ai traduit que de la dark romance et que ça n'est pas encore dans les catégories disponibles, j'espère pouvoir participer l'année prochaine. Mais du coup c'est un prix qui a été créé par Virginie Bull, qui est traductrice littéraire et qui est aussi enseignante à Edith. Je sais pas si elle est toujours là, moi je l'ai eu en cours, mais du coup voilà. Du coup j'ai eu la chance d'avoir en cours. Donc c'est un prix justement parce que Virginie a trouvé que la romance n'était pas assez mise en valeur dans les autres prix de traduction. Je pense notamment au prix Caillot de la traduction, qui est un prix décerné par l'association des traducteurs littéraires de France, la TLF. Et du coup, ouais, elle voulait mettre en valeur ce pan un peu plus rejeté de la littérature et de la traduction, en notamment mettant l'accent sur le travail des traductrices à ce niveau-là. Donc là, je sais que pour cette année, j'avoue que le seul titre dont je me rappelle pour le concours, c'est Redeeming Six de Chloé Walsh. Ça a été traduit aux éditions Chatterley. J'avoue ne plus me souvenir du nom de la traductrice, désolée à elle. Mais justement, c'est pour mettre en lumière le travail des traductrices dans ce domaine littéraire qui vend beaucoup, mais où on reste néanmoins caché quand même, parce que c'est vrai que on n'a même pas tous la chance d'avoir notre nom en 4e de couverture, ça dépend de la maison d'édition. Donc justement, ouais, c'est assez agréable de voir notre travail reconnu à ce niveau-là. Comme dit, j'ai pas eu la chance d'y participer cette année, peut-être l'an prochain. Ce serait super cool, en plus avec Virginie qui est quelqu'un de très cool aussi. Donc voilà. Et puis ouais, je trouve ça vraiment intéressant de se pencher sur ce pan-là. Ouais. Okay. Est-ce que actuellement tu as un peu des projets en cours, des choses en tête pour l'avenir ? Du coup, là récemment, comme dit, j'ai rendu le tome 4 de la série Darkverse qui est parti en correction. J'attends des nouvelles pour commencer le tome 5. J'ai une dark romance à traduire pour la fin décembre. Donc le planning est assez long. Sinon, mon planning est assez libre. J'attends des nouvelles de plusieurs tests de traduction que j'ai fait pour des nouvelles maisons d'édition, notamment une dark romantasy depuis l'espagnol. Ça, j'aimerais beaucoup l'avoir parce que j'ai trouvé le texte hyper intéressant et j'ai jamais traduit depuis l'espagnol jusqu'à présent. Donc j'aimerais beaucoup avoir ce contrat-là. Parce qu'en plus, j'ai beaucoup parlé avec l'éditrice, elle est super cool. Donc c'est super sympa. Après, dans un futur plus ou moins proche, justement sur mon compte Instagram, j'aimerais un petit peu étoffer mon contenu, présenter un petit peu plus de choses, peut-être, je sais pas, des vlogs 24 heures dans la journée d'une traductrice, des revues de lecture, des choses comme ça, parce que je me suis pas mal remise à lire ces derniers temps après un gros blocage.
Donc ouais. Alors je sais que j'ai une collègue traductrice, je la connais pas personnellement, mais qui a un compte Instagram où elle partage un petit peu sa vie et tout. C'est Alerte Rousse sur Instagram. Ok. C'est Alexia. Et oui, effectivement, c'est elle que j'ai vue qui partage le plus son quotidien. Après, justement, les autres collègues que je connais qui ont aussi un compte, eux, ça leur sert vraiment plus de tel roman sort à telle date, choses comme ça. Donc, ouais. Est-ce que je peux faire 2 petites recos de livres pour pousser un peu plus le sujet? Oui, bien sûr. Alors, je les ai pas encore lus, ils sont dans ma pile à lire qui touche le plafond. Mais c'est pas grave, j'en ai entendu que du bien, donc je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Alors j'aurais voulu recommander Love Stories, Pourquoi les romances nous font du bien, de Christine Van Gijn aux éditions Les Arènes. Et Désirer la violence, ce que la pop culture nous apprend à aimer, de Chloé Thibault aux éditions Point, au format poche. Donc voilà. Donc, merci beaucoup Manon d'avoir répondu à nos questions et d'avoir partagé ton expérience de traductrice avec nous. Merci également à notre équipe qui a permis à cet épisode de voir le jour. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés. À bientôt pour un nouvel épisode de la traduction heureuse.